En pleine crise politique, les Républicains voient Valérie Pécresse et d'autres cadres du parti quitter le navire. Un mois après avoir joué l'unité, le parti semble être touché par une crise profonde dont l'issue pourrait lui être fatale. Le ramadan à peine terminé, l'islam en France se déchire. Alors que le gouvernement a promis une grande restructuration, les divisions sont plus que jamais présentes. Au cœur de ce désordre ambiant, le Conseil français du culte musulman. Recrudescence de cas de proxénétisme dans les banlieues de France, une activité délinquante lucrative et très difficile à traquer pour les services de police. Madame, monsieur, bonsoir. La droite en plein brouillard. Après la déconfiture des élections européennes, les Républicains déplorent à présent la défection de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Un coup dur alors que le parti tente de se reconstruire. Olivier Frère-Jacques. En femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. Valérie Pécresse quitte les Républicains. L'actuelle présidente de la région Île-de-France estime que la refondation de la droite ne passera pas par ce parti. Une déclaration qui a surpris dans la formation de droite parlementaire, alors que le départ de Laurent Wauquiez et la débâcle de François-Xavier Bellamy aux élections européennes laissaient entrevoir une possible fenêtre de tir pour l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Un départ qui étonne d'autant plus qu'il y a à peine un mois, cette dernière faisait le pari de l'unité et de la fidélité. C'était le 15 mai, lors d'une réunion publique de soutien à la liste LR aux élections européennes. Alors oui, notre rendez-vous de ce soir, c'est celui de l'amitié. Mais je crois que c'est aussi le rendez-vous de la fidélité. Fidélité à une famille politique, les Républicains. Un discours prononcé il y a moins d'un mois et qui témoigne de la versatilité idéologique du personnel politique dans la droite parlementaire. La démarche de Valérie Pécresse a d'ailleurs hautement agacé une partie de l'état-major républicain. Éric Ciotti affirmant qu'on ne quitte pas le navire dans les moments difficiles, quand Bruno Retailleau appelle à sortir des logiques personnelles pour initier la refondation de la droite. Une défection qui fait tâche alors que se profilent les élections municipales de 2020. En effet, affaiblis par un score inférieur à 10 points aux élections européennes, les Républicains pouvaient a priori compter sur leurs barons un peu partout en France pour renaître à la faveur des scrutins locaux. Mais avec Valérie Pécresse en Île-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et Christian Estrosi dont le maintien dans le parti semble précaire, ainsi que les divisions dans la droite parisienne, les relais locaux des Républicains fondent comme neige au soleil. Pour certains observateurs de la vie politique, le parti de droite parlementaire est tout bonnement en voie d'extinction, voire même mort. C'est le cas d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, le PS est ce qu'on appelle LR, hein, c'était l'UMP avant, c'est voilà, ouais. Appelez-le comme vous voulez, ils ont changé de nom tous les 3 ans. Est mort comme le PS est mort, vous comprenez? C'est ça qui est arrivé. Au-delà du calcul électoral, c'est bien la ligne du parti qui pose question, une ligne qui semble dans l'impasse avec deux grandes tendances qui semblent s'opposer, les tenants d'une droite centrisée, proche d'En Marche, et les tenants d'une droite un peu plus musclée à l'image de Julien Aubert qui a récemment tendu la main à Marion Maréchal Le Pen. Deux grandes tendances, mais des multitudes de sensibilités. Et si les ténors du parti sont divisés sur la marche à suivre, la base militante paraît l'être également, ceux qui abondent dans le sens d'une décomposition du parti à la manière du Parti socialiste. Pour stopper cette hémorragie, les Républicains ont annoncé la tenue d'un scrutin pour élire le nouveau président de la formation les 12 et 13 octobre prochains, avec un possible second tour les 19 et 20 octobre. Les 7 branches de l'islam en France plus divisées que jamais. Au lendemain de la fin du ramadan, de profondes divergences se sont révélées entre les différentes familles représentant la religion mahométane. Dans l'œil du cyclone, le Conseil français du culte musulman. L'islam de France en pleine crise, alors que le mois du Ramadan, marqué par la ferveur des prières et le jeûne diurne, s'est achevé mardi. La deuxième religion du pays traverse une forte zone de turbulence. Si les divisions entre les 7 branches de l'islam en France sont régulières, cette nouvelle déchirure paraît plus profonde et son épicentre se nomme le Conseil français du culte musulman. En effet, le CFCM, souvent pointé du doigt depuis sa création en 2003 par l'État, et cette fois-ci contesté de toutes parts. Concurrencé par d'autres initiatives communautaires, l'instance semble également perdre sa crédibilité. Alors qu'Emmanuel Macron a promis une restructuration en profondeur, le gouvernement va jusqu'à douter de sa représentativité réelle dans la, ou plutôt les communautés. Dernier exemple en date, lors du dîner organisé pour fêter la rupture du jeûne le 28 mai dernier. Comme tous les ans, le CFCM avait convié de nombreux représentants de l'État à ce repas, mais
aucun membre du ministère de l'Intérieur n'était présent. Christophe Castaner a même décliné l'invitation, préférant se rendre à Strasbourg pour festoyer avec le Conseil régional du culte musulman. Preuve des réticences de l'État vis-à-vis de l'instance nationale. Si l'exécutif se désunit du Conseil français du culte musulman, la vraie crise de l'islam en France se passe en interne. Et pour cause, le CFCM ne trouve plus réellement d'écho auprès des différentes formes d'islam en France. Ainsi, de nouvelles plateformes ont vu le jour dernièrement avec pour ambition de déstabiliser le Conseil français du culte musulman. C'est notamment le cas de l'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France, qui, par une réforme du financement de l'islam dans le pays, vise à peser à moyen terme sur l'organisation de cette religion. Division donc sur la légitimité, mais également sur la méthode. En effet, une autre formation menée par l'ancien responsable du collectif contre l'islamophobie en France, Marwan Mohammad, a pour ambition de fédérer les plus jeunes générations de plus en plus attirées par l'islam radical. En 2016, une étude de l'Institut Montaigne estimait que 28% des jeunes musulmans étaient attirés par le rigorisme religieux. Des tensions persistantes qui pèsent également sur la tenue des élections du CFCM. Ces dernières ont d'ailleurs été reportées. Pour le moment, ces élections sont contrôlées par les 4 familles historiques et principales fondatrices du CFCM. 3 sont directement issues de l'immigration, algérienne, marocaine et turque. La 4e famille est inspirée du mouvement des frères musulmans par nature transnationale. Des composantes toutes dans l'incertitude. La branche algérienne fragilisée par l'épisode Bouteflika, la branche marocaine se déchirant entre l'Union des mosquées de France de Mohamed Moussaoui et le Rassemblement des musulmans de France d'Anwar Bibesh. De son côté, la branche turque pâtit des déclarations radicales d'Ankara qui voudrait par exemple des collèges et lycées turcs sur le sol français. Enfin, la 4e famille, l'ex-UOIF, inspirée des frères musulmans, est dans la tourmente de l'affaire Tariq Ramadan. Dans ce désordre ambiant avec des divisions d'origine géographique et idéologique, les familles traditionnelles en difficulté et des petites nouvelles en guerre ouverte, la fondation du dit Islam de France, 7e et dernière branche, pourrait jouer le rôle de stabilisateur. Cependant, au vu des nombreuses divisions et des velléités de chacun, difficile de penser que l'islam en France puisse s'unifier autour d'un même et seul objectif. Les proxénètes gagnent les banlieues. De plus en plus de très jeunes délinquants de cité exercent cette activité. Un phénomène grave qui prend de l'ampleur et implique 2 jeunes femmes, parfois tout aussi jeunes que ces délinquants. Olivier Frère-Jacques. La prostitution de cité en plein essor. En 3 ans, le nombre de dossiers de proxénétisme dans ces zones de tension a été multiplié par 4. Ainsi, ceux qui n'ont pas les moyens pour se lancer dans le trafic de drogue préfèrent désormais avoir recours à la traite des femmes. Un business peu coûteux et facile à mettre en place et pour lequel la police n'est pas nécessairement préparée. On a des gens qui sont issus des quartiers, qui ont décidé d'avoir une activité délinquante et qui, parmi les types d'activités délinquantes, escroquerie, trafic de stupes, braquage, se sont engouffrés dans un domaine où ils perçoivent à juste titre qu'il y a moins de répression policière parce qu'il y a moins d'effectifs dédiés et spécialisés dans le domaine de la lutte contre le proxénétisme. Un commerce florissant qui prend donc au dépourvu des pouvoirs publics peu habitués à cette forme de délinquance. Le moteur de cette activité, l'appât du gain, dans un commerce réputé moins dangereux que le braquage et moins encombré par la concurrence que le trafic de drogue. Les cibles, des jeunes femmes parfois mineures, souvent en rupture familiale et ou professionnelle, qui se placent sous la coupe de jeunes hommes, parfois leur petit ami. Le lieu de prostitution, quant à lui, n'est généralement pas la cité, mais plutôt des endroits qui se veulent plus rassurants pour les clients, appartements de centre-ville ou hôtels. Quant aux proxénètes, il s'agit généralement de primo-délinquants ou de délinquants de seconde zone. En 2018, 11% des proxénètes mis en cause étaient mineurs. Les réseaux, eux, sont quasiment invisibles. Les clients sont attirés via des plateformes numériques comme Facebook, Instagram, Snapchat ou même des sites d'annonces. Une tendance qui s'inscrit dans un contexte d'ubérisation de la prostitution, également nommée prostitution 2.0. Si certains sites comme Vivastreet ont fait la chasse à ce type d'annonces, d'autres comme Wannonce.com affichent toujours des annonces qui s'apparentent clairement à de la prostitution. Sur ce site, on compte plus de 12 000 pages de publications très suggestives. Parmi celles-ci, impossible évidemment de faire le tri entre les femmes travaillant à leur compte ou pour un proxénète. Le moyen le plus efficace pour la police pour démanteler ces réseaux de proxénétisme est d'obtenir des témoignages de victimes, mais rares sont celles qui osent dénoncer par honte ou par peur.
Pire, certaines victimes n'ont pas conscience d'en être. Elles se considèrent plutôt comme des escortes et revendiquent même parfois leur situation. En cause une culture de l'hypersexualité qui met en avant des personnalités comme l'ancienne prostituée Zaya et qui fait la promotion d'un mode de vie où l'argent facile est la règle. En réalisant une dizaine de passes en une journée, une fille peut rapidement gagner 1500 €. Mais souvent, ce sont les proxénètes qui en profitent ou tout au moins prennent une part importante des recettes. Et si parfois les victimes réalisent leurs conditions et souhaitent s'en échapper, il est souvent trop tard. Les proxénètes usent de tous les moyens pour conserver leur emprise. Menaces de diffusion d'images compromettantes, distribution de cocaïne, violences et menaces de représailles sont ainsi monnaie courante. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Le projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler tombe à l'eau. Les pourparlers interminables des administrateurs du groupe français n'ont pas abouti dans la nuit de mercredi à jeudi. Les responsables du Losange ont décidé de reporter le vote à un conseil ultérieur. Vexés par ce qu'ils appellent une position soudaine et incompréhensible de Bercy, le géant italien a claqué la porte et retiré son offre de fusion. L'explication, Bruno Le Maire aurait voulu opérer la fusion des deux firmes tout en préservant son alliance avec Nissan. Finalement, l'opération se solde d'un double échec puisque l'alliance est au point mort et le président du groupe français, quelque peu décrédibilisé, Renault aura laissé des plumes dans la bataille. Grève contagieuse aux urgences lancée par les hôpitaux parisiens en mars dernier. La grève des services d'urgence concerne désormais 83 services en France. Ils dénoncent l'épuisement du personnel. Pour se faire entendre, ils ont organisé une grande manifestation nationale ce jeudi pour dénoncer la longue descente aux enfers de leurs services depuis plusieurs années. Les urgentistes espèrent que cette mobilisation inédite sera entendue par le gouvernement. Leurs demandes sont multiples. Augmentation des effectifs pour mieux prendre en charge la hausse des malades, arrêt des suppressions et fermetures de services, amélioration des conditions de travail. L'Europe lui tend les bras. Accusé d'abus sexuels par sa fille adoptive en 2014, Woody Allen, producteur et scénariste américain, pourrait trouver refuge en Europe. Boudé par les stars et les distributeurs de son pays qui ont rompu tout lien avec lui, le réalisateur Danny Hall et de Vicky Cristina Barcelona s'est associé à la société de production espagnole Mediapro. Il prévoit de tourner sa nouvelle comédie romantique en Espagne, dans la région de San Sebastián, au Pays Basque. La SNCF envoie de toutes les couleurs pour marquer les 50 ans du symbolique historique des revendications LGBT. Un TGV inouï aux couleurs de la Gay Pride sillonnera la France pendant un mois. Jusqu'au 7 juillet, le train pourrait être aperçu sur les lignes Paris-Reims, Paris-Strasbourg, Paris-Luxembourg, Paris-Allemagne et Luxembourg-Montpellier. Et ce soir, retrouvés immédiats, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la complaisance des médias vis-à-vis du chauffeur de bus meurtrier, l'hystérie des médias britanniques après la venue de Donald Trump et l'offensive d'Éric Zemmour et Marion Maréchal sur LCI. Découvrez aussi un nouveau numéro des idées à l'endroit. Alain de Benoît et ses invités s'attaquent à un monument de la philosophie contre-révolutionnaire, Joseph de Maistre. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Olivier Frère-Jacques. Bonsoir. C'est le patron d'une grosse scierie, menuiserie de la région que j'ai rencontré l'autre jour en pleine campagne avec mon chien, près de chez lui, à la sortie d'un gros village sur la route d'Albi. Au début, j'ignorais qui il était, mais il m'a dit très simplement qui il était. Sa carte de visite était en quelque sorte inscrite dans le paysage. Ces installations étaient assez vastes pour être connues de tout le monde. Eh bien, il fait partie, ce monsieur dont je vous parle, de cette génération qui ne se plaignait de rien, mais qui travaillait très dur dès l'âge de 10 ou 12 ans
Donc dans une génération favorable aux entrepreneurs quand même, celle de l'après-guerre, il avait fondé ce petit empire régional. Il avait connu un peu tous les entrepreneurs de son rang, puis peu à peu il s'était flatté de les connaître en soulignant qu'il était lui resté bien modeste en comparaison d'un Pierre Fabre par exemple. Tout ça pour dire qu'il était finalement retraité, là, heureux, alors que la plupart de ceux qui avaient fondé leur véritable empire de renommée mondiale, comme Fabre, celui des laboratoires, dont je vous en reparlerai plus tard, étaient morts. Ensuite, il m'a parlé de ses fils qui avaient repris son affaire et qui vivaient le portable à la main. Et là, j'ai perçu comme une espèce de nostalgie. Ils habitaient tous, ces enfants, dans des maisons qu'on voyait après la rivière. Ils travaillaient tout le temps. L'affaire, évidemment, avait doublé pratiquement sous leur influence, mais le travail n'était plus le même qu'avant. À un moment, il m'a arrêté, comme le font souvent ces vieux messieurs, pour souligner quelque chose d'important, comme en confidence, et puis pour me poser la main sur l'avant-bras en me regardant par-dessus ses lunettes d'un air de dire « je ne suis pas sûr que vous allez comprendre ce que je vous explique ». Parce qu'en gros, sa thèse, c'était qu'il ne fallait pas se faire du souci pour rien. Et que même les sujets de tracas les plus importants ne valaient pas de perdre une heure de sommeil, surtout à nos âges, a-t-il dit. Mais il a ajouté « vous êtes jeune encore ». Et en effet, quand même, il avait 20 ans de plus que moi. Et il est parti dans des digressions infinies en me disant que lorsqu'il voyait des débats à la télévision, il ne comprenait pas que tous ces gens ne puissent pas décrocher assez pour s'apercevoir qu'une fois au cimetière, eh bien tout ça n'avait plus aucune importance. Il m'a dit, je regardais une discussion sur les transsexuels, les différences hommes-femmes, tout ça, et au fond, qu'est-ce qu'on en a à foutre quand on est devenu un squelette? Je ne sais pas si vous êtes croyant, m'a-t-il dit, mais moi je le suis énormément. Alors là, le mot m'a frappé, puisqu'il croyait donc énormément en Dieu. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai trouvé ça assez joli. Et dans son raisonnement plein de sagesse, je sentais malgré tout qu'il bouillait intérieurement encore sur certains sujets, et de temps à autre, sa conversation faisait allusion à des choses qui auraient pu lui ôter le sommeil, s'il n'avait pas été aussi philosophe, à quoi j'ai compris qu'il ne dormait pas si bien que ça au fond, mais c'était pas qu'il doutait du bon Dieu, non, c'était qu'il ne pouvait pas blairer le maire de l'endroit où il vivait et où il travaillait. Je m'apprêtais à lui demander pourquoi, et ben il m'a montré ça immédiatement en me disant « regardez bien ce camion-là ». Nous étions sur une sorte de petit pont après lequel il y avait une départementale qui faisait un coude assez loin, et c'était le chemin qu'empruntaient les visiteurs des menuiseries. Ils quittaient une sorte de route à 2 fois 2 voies, s'éloignaient en perpendiculaire sur 300 mètres, revenaient derrière les bâtiments. Seulement voilà, c'est pourquoi il me demandait de regarder ce camion, les plus gros semi-remorques qui se présentaient ne pouvaient pas prendre le virage là-bas, donc ils étaient obligés de se présenter devant les bâtiments en remontant la route à 110 à contresens sur 30 ou 40 mètres avant de tourner. C'était effectivement très dangereux. Il m'a dit, je vis moi dans la hantise de l'accident, mon fils dit que j'ai braqué le maire, ce qui est possible, il m'a dit qu'il allait régler ça à ma place, mais il y a 3 ans déjà, et puis le maire n'a pas bougé. On dirait qu'il fait exprès de refuser les travaux d'aménagement du virage là-bas, juste pour m'emmerder. Alors je connaissais la réputation de ce maire et forcé de constater que c'était tout à fait dans son genre. L'entreprise versait pourtant à la commune dans les 16 000 euros de foncier chaque année, mais comme le maire était d'une vieille famille communiste, l'attitude générale à l'égard du gars du pays qui a fait fortune, c'était ça lui fera les pieds. Sauf que là, il faut quand même prévoir qu'un jour ou l'autre, une famille entière va s'encastrer sous l'un des camions, c'est déjà écrit, et les avocats vont se battre pendant 10 ans pour savoir qui avait raison. Mon vieux monsieur a fait constater tout ça par huissier, il a fait consigner toutes les lettres recommandées qu'il a envoyées à la mairie. Il répète « je m'en fous, je serai plus là », mais en fait c'est tout de même une obsession secrète pour lui. Alors quand l'un des fournisseurs que nous avons croisé sur le parking avec nos chiens m'a dit « mais je vous reconnais, vous, c'est vous qui faites campagnole », j'ai pas pu refuser à mon hôte de parler ici de ses déboires en termes généreux, seulement pour souligner que lorsqu'on est maire et une tête de mule, on a tous les pouvoirs, y compris, m'a dit mon homme, celui de faire chier ses ennemis en toute impunité. Et ben c'est comme ça en France, il n'y a aucun juge qui va régler en 3 minutes un scandale qui dure depuis 10 ans. Il n'y a aucune loi contre les élus qui prennent un air ironique en disant ça lui fera les pieds. Et les gendarmes ferment les yeux depuis 10 ans, pareil, me dit-il. D'ailleurs, son gendre, au maire, est colonel. J'ai conclu, en lui touchant le bras à mon tour, quand vous n'avez pas le moral, souvenez-vous qu'au cimetière, il n'y a plus de colonel, il n'y a plus d'huissier. Et il m'a paru un peu soulagé. Abonnez-vous, merci.
Le Festival de Cannes aurait-il franchi les limites du supportable en matière de sexualité à l'écran? Cela n'est pas impossible. En cause, la nouvelle production d'Abdelatif Kechiche, le tristounet réalisateur de La vie d'Adèle, qui avait en 2013 porté haut sur les écrans les couleurs frelatées de l'amour lesbien. Sa nouvelle production, Mektoub, My Love Intermezzo, si vous comprenez le titre, moi pas, vient d'être présentée en compétition pour le plus célèbre festival de cinéma du monde. Et là, de l'avis du public, on crie grâce, la coupe est pleine, c'est laid, c'est choquant, stop, fini, on en a marre. Mais au fait, on en a marre, mais de quoi? Cela fait bon nombre d'années que le Festival de Cannes, désormais bien loin de ses grandes heures de gloire méritées, donne la prime au glauque et à l'abject. Qu'il est loin, le temps où il récompensait les beaux yeux de Claudia Cardinal dans Le Guépard, ou mettait en exergue le grand Yves Montand dans Le Salaire de la peur. Depuis des années, Cannes a décidé de s'encanailler et y réussit fort bien. Mais cette fois, même là, même dans le sein du sein de la perversité cinématographique chic et choc, trop, c'est trop. Au bien tristounet chiche kebab, Kechiche, pardon, excusez-moi, Kechiche, pas chiche kebab, au bien tristounet Kechiche, eh bien, même les supporters les plus convaincus ont crié au scandale. Je cite un de ses fans sur Twitter. « Horrible expérience, éloge du vide. » On ne saurait être plus clair, éloge du vide. De quoi s'agit-il vraiment? Un pensum de 3h30 sur les déboires de jeunes vacanciers en chaleur. Scène de plage à gogo, scène en boîte de nuit à gogo, scène de sexe non simulée à gogo. Astucieux ce Kechiche, ces 3h30 de production ne lui ont demandé aucun scénario, aucune préparation. Il a tout simplement filmé en quelques heures toutes ces scènes horribles et est arrivé directement au Festival de Cannes avec sa pellicule dans la main. Pour faire court, zéro travail et une consécration à Cannes. Bravo Kechiche, tu es un sacré cador. Enfin, pas pour tout le monde. Faut-il rappeler qu'en 2013, les égéries de Kechiche, les héroïnes de La vie d'Adèle, avaient dû briser un silence béat et convenu pour expliquer les conditions inhumaines de tournage que le réalisateur leur avait imposées? Cela n'a manifestement servi à rien, puisque Kechiche a toujours les honneurs de la croisette quand l'on tente au même moment de stigmatiser Alain Delon parce qu'il aime les femmes qui sont des femmes et félicite les hommes qui sont des hommes. Quoi qu'il en soit, Kechiche est bien à l'aise dans la société dans laquelle nous vivons, cette société tellement décadente, et il a manifestement encore de très beaux jours devant lui. Tant mieux pour lui. Tant pis pour nous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.